Nous sommes guidés par notre inconscient. La plupart de nos actes relèvent de lui. Les décisions que nous prenons, c'est lui qui nous les dicte. J'en viens souvent à me demander qui commande ici. Sommes-nous encore maîtres à bord? Quelle est la part de contrôle que nous exerçons vraiment? L'influence de notre inconscient s'exerce pratiquement sur tout. Les études récentes le confirment. La tendance n'est pas « on pensait que toutes ces choses étaient inconscientes, mais maintenant on découvre qu'elles sont conscientes ». Non, c'est même tout le contraire. Plus on avance dans nos recherches, plus la part du conscient diminue. La part du moi conscient dans notre tête rétrécit de plus en plus. Ce qui caractérise l'être humain, ce sont tous ces signaux électrochimiques qui circulent dans notre tête. Notre boîte crânienne n'a pas d'ouverture, ce qui fait que pour accéder à l'information, on est obligé de passer par les organes des sens, la mémoire ou la connaissance. Et à partir de ça, on se fait une représentation, une simulation de la réalité qui nous entoure. Ce n'est pas que le monde extérieur n'existe pas, il est bel et bien là. Mais nous ne l'avons jamais habité ni même visité. Le seul endroit où nous vivons, c'est à l'intérieur de notre tête. Choisissez un de ces symboles et comptez le nombre de fois où il clignote. Choisissez maintenant une carte. Regardez-la attentivement et répétez-en 3 fois dans votre tête la valeur et la couleur. Ensuite, concentrez-vous à nouveau sur l'un des symboles ci-dessous et comptez le nombre de fois où il clignote. Et attention, nous avons enlevé la carte que vous aviez choisie. Pas vrai? Magique? Non. Nous avons simplement remplacé toutes les cartes. Voici les cartes d'origine. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est parce que votre mémoire vive était surmenée. Sans nous en rendre compte, nous occultons des pans entiers du monde extérieur. Tout ça parce que nous nous concentrons sur un objet ou une tâche spécifique. Trouver la tenue adéquate pour le bureau ou pour accueillir un nouveau collègue, un geste trivial à première vue. Il n'en est rien. En fait, de nombreux signaux électrochimiques sont alors activés dans notre tête. Selon certains experts, ils seraient capables de traiter simultanément 200 000 données de plus que notre conscience. Car notre conscience est limitée au cortex cérébral, une fine couche stratifiée qui enveloppe le reste du cerveau comme un bonnet de bain. En quelques fractions de secondes, près de 15 milliards de neurones du cortex peuvent former de nouvelles connexions. Mais il faut savoir que le feu d'artifice de nos pensées conscientes entraîne une dépense d'énergie supérieure à celle occasionnée par les muscles d'un sportif de haut niveau. Aussi, notre cerveau essaie-t-il toujours de s'en sortir sans notre conscience. Le tronc cérébral contrôle les fonctions vitales comme la respiration et la fréquence cardiaque. Le cervelet joue un rôle majeur dans la coordination des mouvements, notamment pour la marche ou la préhension. Le système limbique orchestre la ronde de nos émotions. De toute façon, notre cerveau a toujours une longueur d'avance. Car un filtre inconscient, le thalamus, décide des informations qu'il juge suffisamment nouvelles et importantes pour les partager avec notre conscience. C'est peut-être pour cette raison que nous avons aussi peu d'influence consciente sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, y compris sur notre façon de nous habiller. Notre cerveau nous facilite la vie. Ainsi, nous pouvons manger tout en descendant les escaliers et en lisant le journal. Thé ou café? Notre inconscient nous indique quelles sont nos préférences en matière de petit déjeuner, ce qui nous évite de réfléchir longuement à la question. En quelques fractions de secondes, il analyse une foule de données avec un degré de complexité qui dépasse de loin celui de notre pensée consciente. Et pourtant, nous ne nous rendons compte de rien, car seule la réflexion consciente nous fatigue, ce qui nous donne à penser que la raison domine le monde. Avaler des fraises au yaourt en position debout, un jeu d'enfant pour le cerveau et son activité inconsciente. Il prend aussi en charge les mouvements des pieds et des mains quand nous sommes au volant. Si nous devions en permanence être attentifs à tout, comme lors de notre première leçon de conduite, la plupart d'entre nous prendraient le train.
Les accidents impliquant des cyclistes, par exemple, sont nettement plus rares dans les villes où il y a beaucoup de vélos, car il se crée un phénomène d'accoutumance et notre pilotage automatique les détecte plus facilement. Mais dès qu'un danger nouveau apparaît, les données analysées sont transférées vers notre conscience. C'est plus souple, mais aussi plus lent. Nous vivons en permanence dans le passé. Tout ce que nous percevons de façon consciente s'est passé un tiers de seconde au moins auparavant. Cela a des conséquences concrètes, par exemple, sur nos réactions dans la circulation. En fait, nous ne percevons pas ce décalage. Nous n'avons pas conscience du travail de l'inconscient. Nous avons l'impression de vivre les choses dans l'instant. Ce que nous voyons pénètre par nos pupilles sous la forme d'un faisceau lumineux. Au fond de nos globes oculaires siège la rétine dont les cellules codent l'image sous la forme d'impulsions électriques transmises au nerf optique. 50 millisecondes plus tard, ces impulsions atteignent les cellules nerveuses du thalamus, autrement dit, le gardien de la conscience. S'il y a un danger, le thalamus n'envoie pas seulement l'image au cortex visuel primaire, localisé à l'arrière du cerveau, mais aussi en parallèle à l'amygdale cérébrale, le pivot de la peur. Celle-ci déclenche aussitôt une série de gestes réflexes. Après seulement 150 millisecondes, on commence à se mouvoir sans savoir pourquoi. Car l'image dans notre tête est maintenant décortiquée par différents modules de manière inconsciente. Certains neurones spéciaux analysent les couleurs, d'autres les contours et les contrastes, avant de les comparer à notre banque d'images et de données fondée sur notre expérience. Du cortex visuel primaire à l'arrière du cerveau, jusqu'au cortex frontal. Là, tous les éléments visuels se réunissent à nouveau et sont renvoyés au cortex visuel primaire sous la forme que nous voyons de façon consciente, un enfant courant après un ballon sur la chaussée. Une image préévaluée avec une anticipation de 300 millisecondes sur le danger. C'est uniquement grâce à ce mécanisme que Martha réussit à retenir l'enfant. Si vous dressez le pouce devant vous, avec le bras bien tendu, et que vous regardez votre ongle, celui-ci représente environ 1 degré de votre champ de vision. Si vous aviez 360 pouces, il formerait un cercle autour de votre tête. Cet angle d'1 degré, c'est la taille de la fovea, la zone de la rétine où l'acuité visuelle est la meilleure. Partout ailleurs, l'acuité visuelle est bien moins bonne. Dans la perception, notre mémoire est généralement l'organe sensoriel le plus important. Nous voyons à 99% ce qui est déjà présent dans notre mémoire. Seul 1% vient s'ajouter par l'intermédiaire des organes des sens. Notre cerveau peut falsifier l'information qui vient se projeter sur la rétine. Autrement dit, nous pouvons annuler la réalité qui nous entoure pour lui donner la forme qui convienne à ce que nous croyons. C'est très puissant. Notre monde est de plus en plus complexe. Un psychologue américain a estimé que le cerveau humain pouvait enregistrer 11 millions d'unités d'information simultanément. Mais seules 40 d'entre elles le sont de façon consciente. Quand on visite New York pour la première fois, on est rapidement épuisé. Mais à force de déambuler dans des lieux comme Times Square, nous nous repérons plus facilement. S'il en est ainsi, c'est parce que nous gérons de moins en moins d'impressions de façon consciente. Notre cerveau occulte tout ce qu'il considère comme sans importance ou déjà connu. La moitié de votre cerveau est exclusivement occupée à traiter des informations visuelles. Si l'on ne voyait pas uniquement notre pouce avec précision, mais l'ensemble de notre champ de vision en haute résolution, il faudrait que notre cerveau soit au moins 500 fois plus gros pour traiter toutes ces informations.
Mais même là, notre attention continuerait à en sélectionner de petites portions. Le test suivant a été conçu par le psychologue Daniel Simon. Attention, vous allez devoir compter les passes de l'équipe en blanc. C'est parti. Combien de passes alors? Sachez que la moitié des personnes testées ne remarquent pas la présence de l'animal. Si vous ne voyez pas le gorille au pelage sombre, c'est parce que vous êtes trop concentré sur le problème à résoudre. Comptez les passes des blancs. Notre inconscient est responsable du présent. Notre conscience est capable de voyager dans le temps. Elle peut se perdre dans le passé comme se projeter dans l'avenir. Mais qui garde la boutique pendant que nous voyageons entre l'avenir et le passé? Il faut bien rester attentif et s'adapter à notre environnement. C'est le travail de l'inconscient, un système ancré dans le présent. Si nous n'avions que notre conscience, dès que nous voyagerions dans le temps, nous nous ferions percuter par une voiture, par exemple. Notre inconscient gère donc le présent à notre place, et le présent est terriblement dangereux. Il y a une hiérarchie dans les perceptions sensorielles. Les sens les plus importants sont le toucher et le sens de l'équilibre. Tous les autres sens finissent par s'y soumettre. De même, la vue prend le pas sur l'ouïe. Vous n'y croyez pas? Laissez agir sur vous l'effet McGurk. Vous allez entendre à présent deux syllabes différentes, ba et fa. Vous réussissez à faire la différence entre ces deux syllabes, car vous associez le son que vous entendez au mouvement des lèvres. Mais si dans un instant vous faites le va-et-vient entre la gauche et la droite de l'écran, vous allez entendre ba à gauche et autre chose à droite. Il s'agit pourtant du même son dans les deux cas, ba. Les événements. Matthias Brandt est professeur à l'université de Duisburg-Essen. Il décrypte les messages de notre inconscient qui sous-tendent chacune de nos décisions, sans que nous nous en doutions. Dans le test dit du casino, des volontaires doivent choisir des cartes disposées sur 4 piles. Pendant ce temps, un appareil mesure les sécrétions de sueur de leur peau, des réactions de stress, comme pour un détecteur de mensonges. Le test comporte de bonnes piles, qui rapportent régulièrement de petits gains, mais aussi de mauvaises, où les pertes importantes sont fréquentes. Petit à petit, le sujet développe une sorte de prédilection pour les bonnes piles. Mais ce n'est qu'au bout de 80 cartes qu'il peut expliquer pourquoi. Son cerveau, en revanche, en sait plus que lui dès la 10e carte. Bien avant qu'il ne clique sur une mauvaise pile, Brandt enregistre des réactions de stress. Notre cerveau a donc 70 cartes d'avance sur nous. En fait, avant qu'on ait une vague intuition ou même conscience de ce qui est bon pour nous, des signaux corporels nous mettent en garde contre de mauvaises décisions. Ces signaux corporels indiquent que notre cerveau est fébrile. Ils n'émanent pas du corps. Ce sont les conséquences d'une excitation au niveau du cerveau que nous pouvons ainsi percevoir et qui peuvent influer sur nos décisions. C'est vexant de penser qu'au bout du compte, nous sommes des marionnettes entre les mains de notre inconscient. Et que quand nous changeons notre façon d'agir ou de penser, c'est uniquement parce que notre inconscient a décidé que nous devions penser ou agir autrement. Même ces pensées-là nous sont imposées par notre inconscient.
Dans son laboratoire de Pasadena, Antonio Rangel cherche à savoir pourquoi nous achetons ce que nous achetons. Et pourquoi nos cerveaux ressentent du plaisir quand nous mangeons ou buvons quelque chose. À l'aide d'un tuyau en plastique, il fait ingurgiter du vin à des volontaires placés dans un scanner. Rangel leur propose toujours le même vin, du Cabernet Sauvignon. Mais à chaque dégustation, le prix est annoncé au testeur. Tantôt 90 $, tantôt 10 $. Lorsqu'il est annoncé à 90 $, le Cabernet fait s'activer une zone bien précise du cortex cérébral, alors qu'à 10 $, il ne se passe pas grand-chose. Notre conscience prend acte du prix du vin, ce qui influence notre goût indépendamment de la qualité du breuvage. Quels enseignements les entreprises de l'agroalimentaire peuvent-elles tirer de ces tests? Qu'elles doivent faire attention à bien fixer leur prix. Car ils influencent non seulement l'acte d'achat, mais également la suite. Si le consommateur achètera le produit, quel goût et préférence il va développer? Mais ce que notre étude montre avant tout, c'est que tout cela n'est pas une illusion. Notre cerveau ressent effectivement plus de plaisir quand il pense que nous sommes en train de boire un bon vin. Difficile à admettre, et pourtant, nous ne faisons pas nos courses de façon consciente. Un exemple? Pourquoi les fruits et légumes sont-ils toujours placés juste à l'entrée d'un supermarché? Parce qu'avoir des aliments sains dans notre chariot calme les troubles faits qui peuplent notre cerveau, et qu'ensuite on achète des produits moins diététiques en toute bonne conscience. Quel que soit le contenu de notre chariot, notre cerveau en a déjà débattu avec lui-même bien avant de donner la parole à la conscience. Le noyau accumbens fabrique aussi garde-mémoire toutes les sensations agréables, montre par une activité accrue que ces gaufres lui plairaient bien. Il sait que nous aimons le sucre et submerge notre cerveau de dopamine. Résultat, on prend les gaufres. Également appelé cortex insulaire, l'insula joue le rôle de trouble fait à chaque fois que nous nous rendons au supermarché. Sans que nous puissions la contrôler, elle s'active quand nous sentons quelque chose de pourri, lorsque nous entendons une blague de mauvais goût, que l'on voit quelque chose de dégoûtant ou un prix trop élevé. Or, lorsqu'elle s'active, pour quelque raison que ce soit, nous n'achetons rien. Plus notre noyau accumbens est excité, plus nos chariots se remplissent. Si l'insula prend le dessus, en revanche, rien ne nous fait envie. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne nous décidons pas de façon rationnelle. Nous écoutons juste notre voix intérieure. Au final, celui qui l'emporte est celui qui crie le plus fort dans nos têtes. Et le volume de cette voix-là est congénital. Les cigales ne sont pas moins raisonnables que les fourmis. Elles suivent tout simplement un autre circuit inconscient. Mais cela a aussi de bons côtés. Sans cela, faire les courses nous prendrait des heures, faute de pouvoir nous décider. Sur le plan de l'évolution, cela n'a pas grand intérêt de réfléchir longuement à tout et de trouver de nouvelles solutions. Pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, il vaut mieux être rapide. La meilleure chose à faire, c'est peut-être de prendre sa décision et ensuite de réfléchir de nouveau au problème le lendemain ou dans un autre environnement. En tout cas, quelque part où les influences seront différentes. Si vous prenez la même décision une fois, deux fois de suite, alors vous pouvez être assez sûr que c'est la bonne. Mais il peut arriver que dans une autre situation, vous ne ressentiez pas la même chose parce que vous serez influencé par d'autres facteurs. Mais si vous prenez la même décision deux fois de suite dans des contextes différents, alors vous pouvez la considérer comme plutôt fiable. That's something maybe you can trust.